Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première matinale du covoiturage organisée avec France Mobilité. Je suis Amandine Raffard, responsable de la communauté mobilité d'Idéalco et votre animatrice ce matin. Aujourd'hui, nous allons donc parler covoiturage, comme le nom l'indique de ces matinales. Le covoiturage est en effet une solution pour lutter contre l'autosolisme et également une des solutions plébiscitées en zone rurale. Le plan de sobriété l'a mis également en avant il y a 2-3 semaines. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment les collectivités peuvent-elles s'emparer du covoiturage et en faire une réelle politique publique. France Mobilité et Idéalco vous ont organisé 3 webinaires pour répondre à cette question. Dans le premier, nous traiterons des infrastructures. Le second, le 1er décembre, nous parlerons de l'incitation. Et enfin, le 8 décembre, nous parlerons de la communication et la mise à disposition des services de covoiturage. Aujourd'hui, nous allons donc parler des infrastructures. Au programme de ces 2 heures et quelques de webinaire, nous allons commencer avec une intervention de Madame Georgeot, chef de projet covoiturage au ministère des Transports. Bonjour Madame Georgeot. Bonjour. Donc Madame Georgeot posera le cadre en revenant sur les différentes formes de covoiturage et des éléments de gouvernance. Dans un deuxième temps, nous laisserons place au retour terrain pour illustrer les différentes infrastructures permettant d'encourager le covoiturage, avec notamment le retour d'expérience de M. Jubot du CD31. Bonjour M. Jubot. Bonjour. Qui nous parlera donc des aires de covoiturage. Dans un second temps, nous verrons donc un retour d'expérience de lignes de covoiturage régulières avec Madame Fagel du syndicat mix des mobilités de l'aire grenobloise. Bonjour Madame Fagel. Bonjour. Et enfin, Monsieur Jean-Jean de l'APR nous parlera des voies réservées. Bonjour Monsieur. Bonjour à tous. Et pour finir, Monsieur Stefanini nous parlera de l'Observatoire du covoiturage qui pourra vous servir comme une vraie boîte à outils. Bonjour Monsieur Stefanini. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que le webinaire est enregistré et sera disponible sur Idéalco et sur la chaîne YouTube de France Mobilité d'ici quelques jours, voire début de semaine prochaine, avec les supports de présentation de chacun des intervenants. Vous pouvez également poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation dans l'onglet Q&R si vous êtes connecté sur Zoom et dans l'onglet Q&R qui est à droite si vous êtes connecté sur Vimeo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos intervenants qui sont en direct, profitez-en. Vous pouvez également demander des précisions sur des termes, des questions beaucoup plus générales et également on sera ravis d'entendre vos propres retours d'expérience. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites également sur vos territoires et même à nous dire bonjour et d'où vous venez dans Q&R ou dans l'onglet discussion. Hop là, je montre l'exemple. Du coup, sans plus attendre, je laisse donc la parole à Madame Georgeot, chef de projet de covoiturage à la DGT. Ouais, merci beaucoup Amandine. Je vais commencer le partage d'écran avec une présentation. Et pendant ce temps-là, j'en profite pour remercier aussi Idéalco d'organiser ces matinales et l'ensemble des intervenants qui vont prendre la parole successivement. Alors pour commencer, donc là c'est plutôt à titre introductif, on peut revenir sur une définition du covoiturage, puisque aujourd'hui elle est posée maintenant dans le Code des transports, qui le définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et plusieurs passagers, effectué à titre non onéreux, excepté partage de frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Donc en fait, ce qui est vraiment structurant dans cette définition, c'est bien cette qualité de non onéreux et de propre compte de l'utilisateur. Peut-être pour avoir un petit peu un ordre de grandeur, pourquoi agir sur le covoiturage? Bon, c'est des enjeux qu'on a un peu tous en tête, mais d'abord l'enjeu environnemental, et là on parle de réchauffement climatique et donc de gaz à effet de serre. Ces chiffres du 30% des émissions de gaz à effet de serre sont générés par le secteur des transports. Si on regarde sur le schéma à côté à droite, parmi ces cases bleues, on a un système voiture qui à lui seul est responsable de 50% de ces 30%. Donc en fait, 15% des émissions globales à effet de serre, de gaz à effet de serre sont dues au système voiture particulière directement. Et ce qui est un peu magique par rapport à ça sur la solution covoiturage, c'est que, bon, sans faire des chiffres, des calculs très savants, si on a 2 fois plus de personnes dans les voitures, on a 2 fois moins de gaz à effet de serre émis, en tout cas sur l'usage des voitures. Pourquoi agir aussi? On a des enjeux qui sont aussi économiques et sociaux. Ça, c'est une copie du baromètre WeMove de la mobilité du quotidien. Et donc, on a ce chiffre qui est un petit peu moins connu, je trouve, et qui est intéressant à avoir en tête, du nombre de précaires mobiles.
précaires mobiles, c'est des gens qui à la fois sont en situation d'insécurité mobilité, donc notamment sur une dépendance à la voiture, des risques liés au prix des carburants. Et je pense que c'est un chiffre qui est assez sous-estimé, je pense, aujourd'hui, au vu de la crise carburant. Et on a même dans ces 13 millions, 4,3 millions de personnes qui sont ce qu'on appelle il y a un terme entre les deux, je sais plus, des immobiles, en tout cas des personnes qui ne bougent même pas, puisqu'ils n'ont pas du tout d'accès au transport en commun, à des équipements de transport suffisants. Donc là aussi, le covoiturage peut apporter une réponse, puisque on a ce chiffre d'une économie possible de 2 000 € par an pour des trajets domicile-travail, pour quelqu'un qui va s'engager dans des trajets domicile-travail de près de 30 km toute la semaine en covoiturage. Donc, le covoiturage amène vraiment une solution pour désenclaver les zones non desservies par les transports en commun et déployer une offre de mobilité là où le système de transport en commun n'est pas forcément pertinent. Un enjeu sanitaire également, ça c'est un chiffre qu'on connaît plutôt, mais que je trouve qui est toujours inquiétant. 50 000 décès par an dus à la pollution de l'air. Là aussi, on a un système voiture qui est très responsable, largement responsable de ce constat. De même, si on passe au covoiturage, en arrivant à 2 personnes dans les véhicules, on peut réduire d'un tiers le nombre de voitures sur les routes. Donc le covoiturage apparaît sur ces différents facteurs la solution à privilégier, et pourtant, aujourd'hui, la pratique du covoiturage est encore marginale. On a un taux d'occupation qui est environ de 1,4 personnes sur la courte distance. Ça, c'est des chiffres qu'on tient de l'enquête mobilité des personnes qui a été menée par le SDES en 2019 et qui est la plus grosse enquête de référence, qui a interrogé près de 13 000 personnes en face à face et qu'ils ont interrogé sur combien vous faites de déplacements par mois. Donc, c'est assez intéressant. Et dans ces déplacements, les personnes indiquent covoiturer à hauteur de 3% de leur trajet. On a 3% des personnes qui covoiturent dans le mois, ce qui est quand même très, très, très faible. Et derrière ce chiffre, on a aussi une disparité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les trajets qui sont très autosolistes, on le voit dans le graphique à droite, sont des trajets de mobilité locale et sont les trajets professionnels. Quand on voit le graphique dans la mobilité locale, les trajets professionnels, on a quasiment 90% de trajets qui sont faits en autosoliste. Et ça rejoint un petit peu les chiffres qui ont été sortis et qui ont fait un peu de bruit de Vinci il y a un mois sur le baromètre de l'autosolisme, qui montrait des taux d'autosolisme sur certaines voies Vinci. À 8 h du matin, par exemple, au moment du pic de l'autosolisme, donc des trajets domicile-travail, à près de 90%. Pourquoi agir encore? On a un contexte malgré tout qui aujourd'hui est assez favorable. Alors là, les chiffres qui sont ici, c'est les chiffres issus du registre de preuves de covoiturage, donc le graphique, à savoir que donc, le registre de preuves de covoiturage permet de visualiser l'ensemble des trajets qui sont intermédiaires, c'est-à-dire les trajets qui sont effectués via des opérateurs de mise en relation. On a conscience que c'est des trajets encore marginaux par rapport au covoiturage qui est essentiellement informel. Pour autant, ça nous permet de voir des tendances. Et la tendance ici, donc les premiers chiffres, les premiers graphiques, ça commence en fin 2019, donc avant le Covid. On a un effondrement vraiment radical lié au Covid, au confinement, mais aussi à la crainte de partager un véhicule. Et aujourd'hui, là, en octobre dernier, donc le mois dernier, on a enregistré près de 600 000 trajets en covoiturage. Donc on a un vrai rebond qui est significatif et qu'on pense observable aussi dans le non intermédiaire, donc dans l'informel. Ça s'explique par la crise des carburants, mais ça s'explique aussi, on pense, par un regain du covoiturage. Donc, ce sera toujours intéressant de pouvoir en tirer les facteurs d'explication. En tout cas, on a un terreau fertile qui nous pousse à encourager aussi les politiques et les pratiques. Notamment, on a un plan national covoiturage qui a déjà été initié donc en 2019, juste avant le Covid, qui était ambitieux avec un objectif de triplement de la part des trajets quotidiens effectués en covoiturage d'ici 2024. Il va y avoir de nouvelles annonces dans les prochaines semaines pour un renforcement de ce plan, des annonces qui s'annoncent ambitieuses sans pouvoir détailler les mesures. L'ambition va aussi se traduire dans les montants financiers qui vont être annoncés au niveau national. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a un intérêt à co-construire les politiques publiques au niveau national et local dans ce contexte-là.
Je vais maintenant m'attarder sur comment agir en tant qu'AOM, quelle est ma compétence pour agir. La loi d'orientation des mobilités a permis de donner aux mains des AOM cette compétence d'autorité stratégique, enfin de responsable de la stratégie covoiturage. Les AOM ont plusieurs leviers pour agir. C'est un schéma de l'ADEME là, qui est projeté. On parle de 4 leviers. Un premier levier sur les actions d'animation pour sensibiliser et fidéliser. Donc là, ça va être des animations locales en lien avec des opérateurs, en lien avec le secteur aussi, l'écosystème employeur, association, éducation. Un second levier, c'est la plateforme de mise en relation, mais ça peut aussi être soit le faire en direct avec une plateforme propre, soit avec des opérateurs de covoiturage, voire des politiques d'incitation, de distribution d'incitation. On va en parler d'ailleurs dans la deuxième matinale, notamment. Un troisième levier, donc, qui est celui de l'objet de cette matinale, les infrastructures facilitant le covoiturage. Et le quatrième levier, l'évaluation. Donc tout ça, donc voilà, le schéma est issu du rapport développement du covoiturage régulier de l'ADEME. C'est un rapport qui fait encore assez référence, hein, il est très bien fait sur comment mettre en place une politique de covoiturage. Donc vous le retrouverez aussi dans les liens qui vous seront partagés suite à ce webinaire. Pour autant, l'AOM est responsable de la stratégie covoiturage. Il doit néanmoins le faire régulièrement en partenariat avec l'écosystème. C'est-à-dire qu'une politique de covoiturage efficace, c'est une politique partagée et coordonnée avec les acteurs. Donc, c'est assez évident sur les actions d'animation, notamment les écoles, les employeurs. Et j'insiste sur les employeurs, puisque comme on l'a vu juste avant, on a un vrai potentiel de covoiturage dans le domicile-travail, qui a un effet flux et un effet régularité très important. Donc, la mobilisation des employeurs apparaît comme un levier capital pour développer le covoiturage sur son territoire. En ce qui concerne les infrastructures facilitant le covoiturage, donc le sujet d'aujourd'hui, on a aussi un vrai enjeu ici à coopérer avec notamment les titulaires de la compétence voirie, c'est même nécessaire. Et pour ça, la LOM offre aux collectivités des outils de coopération. On a notamment le contrat opérationnel de mobilité et le comité des partenaires qui permet d'avoir des outils pour mener une politique de covoiturage efficace. Je vais venir maintenant aux différentes infrastructures et ça va être plutôt un propos introductif à ce qui va être détaillé ensuite. On a tout d'abord les aires de covoiturage. Les aires de covoiturage, c'est des aires basiquement qui contiennent en général des places de parking. Parfois, on a des aires qui vont être aussi favoriser l'intermodalité, donc avec différents modes de transport qui vont être adossés à ces aires. En tout cas, le plus basique, c'est un peu la photo qui est ici avec plusieurs places. Ce qui est intéressant, c'est que l'ADEME a mené une enquête fin 2014 auprès d'utilisateurs d'aires de covoiturage, environ 600 covoitureurs, et a réussi à apercevoir quelques tendances, et notamment la prépondérance de déploiement domicile-travail dans l'utilisation de ces aires, et surtout des covoitureurs réguliers, donc des personnes qui allaient dans ces aires plusieurs fois par semaine. Donc on a aussi finalement un signal intéressant de fidélisation de cette pratique sur les aires de covoiturage. Aujourd'hui, le déploiement des aires de covoiturage, il est effectué sur beaucoup de voies autoroutières, parce que dans les contrats d'autoroute, on a maintenant une obligation d'avoir un schéma minimal de déploiement de places de covoiturage. Donc, on a un peu deux types d'aires de covoiturage, celles qui sont déployées en amont des autoroutes, et puis on a celles qui vont être un peu plus sur la voirie et dans des zones un peu moins denses. Un outil important pour ces aires de covoiturage, c'est le schéma départemental des aires de covoiturage, qui est un outil à la fois de planification, d'orientation et d'aide à la décision, et qui est donc mis en place par le département. Là-dessus, on aura un retour d'expérience intéressant de M. Jugot sur la Haute-Garonne. Je passe maintenant à une deuxième infrastructure phare, la ligne de covoiturage. Donc, la ligne de covoiturage, c'est basiquement en fait déployer une ligne à l'image du bus avec des arrêts et de pouvoir ainsi viser des déplacements qui soient réguliers et qui soient dans un niveau de flux assez massif pour pouvoir réussir à créer un système linéaire. C'est des lignes qui nous paraissent intéressantes à déployer en zone périphérique, mais aussi dans les territoires peu denses. On a des résultats dans l'expérimentation, même plus que les expérimentations, les voies qui ont été mises en place, des résultats assez satisfaisants en termes de taux d'attente et de nombre de trajets réalisés. On a plusieurs opérateurs qui sont positionnés et donc plusieurs technologies. On a notamment, j'en ai mis 3 importants, réseau Covoit, qui est donc Fusion, Réseau Pouce et Mobicop, et Cov est à côté.
Donc, à côté, c'est la rouverte. L'opérateur, c'est la rouverte. À côté, c'est le programme dont je parlais juste après. On a deux types particuliers, c'est-à-dire qu'on a à la fois des arrêts qui sont low-tech, c'est-à-dire ça peut simplement reposer sur des panneaux en voirie avec une animation. Et on a des arrêts qui peuvent être un peu plus technologiques, avec là un suivi via application, la possibilité de verser des incitations, de localiser voilà, les passagers, et qui est plutôt développé notamment par ICOV. Aujourd'hui, sur ces sujets de lignes de covoiturage, on a deux programmes C2E qui sont encore en cours, bien qu'ils arrivent bientôt à leur échéance. Donc, on a le programme LICOV pour ECOV qui se termine dans les prochains mois, et le programme à côté qui là est encore un petit peu plus de bande passante qui termine à la fin de l'année prochaine, et donc ils sont intéressants pour cofinancer de l'ingénierie territoriale avant la mise en place de ces lignes, et puis en plus qu'en financer ensuite la mise en place de ces lignes. Donc, vous pouvez vous rapprocher de ces partenaires, c'est intéressant. Et notamment aussi à noter pour le programme à côté, il y a quand même une dimension supplémentaire intéressante sur la sensibilisation des élus à la mise en place de politiques covoiturage, avec aussi un réseau de territoires qui partagent leurs expériences. Donc là aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher. En ressources également à noter, on a un dossier du CEREMA sur la mise en place de lignes de covoiturage en zone peu dense, qui est également dans la présentation et qui sera partagé ensuite, qui a été publié il y a quelques mois, donc il est très récent et assez à jour. Enfin, je vais arriver donc à la dernière partie sur les voies réservées au covoiturage, aujourd'hui pour faire un bref panorama. Donc les voies réservées au covoiturage, c'est encore quelque chose d'assez récent. Ça a été permis par la loi d'orientation des mobilités, qui ouvre la possibilité d'aménager des voies réservées au covoiturage parmi d'autres modes. Hein. Mais donc il est possible de réserver des voies au covoiturage. On a donc des voies qui sont réservées, qui se sont déployées en expérimentation et puis aussi de manière pérenne, notamment la première voie réservée donc, qui était mise en place à Grenoble sur la 48. Donc, on va avoir un retour d'expérience intéressant de M. Jean-Jean d'APRR juste après. On a plusieurs voies qui ont été développées à Lyon, sur la M6, M7, à Strasbourg, sur la M35. Un contexte favorable ensuite qui met un coup d'accélérateur à ces voies réservées covoiturage, c'est la loi climat et résilience de 2021 qui pose une obligation d'étudier, d'expérimenter pendant 3 ans. Donc, c'est des voies expérimentales, si les conditions le permettent. C'est-à-dire qu'il y a une étude préalable, bien sûr, de préfaisabilité sur des proportions de voies publiques à la circulation des différents modes, et notamment le covoiturage. Donc là, ici, c'est vraiment, ces voies réservées sont vues comme un outil d'accompagnement, de mise en place des ZFEM, et donc qui permettent d'en favoriser l'acceptabilité, l'accès pour des publics qui vont être concernés par le covoiturage. Aujourd'hui, on a une trentaine d'axes routiers qui ont déjà fait l'objet d'études de préfaisabilité par les DIR dans le cadre de cette loi climat résilience. Et donc, voilà, c'est toujours quelque chose qui est en cours et sur lequel vous pouvez vous rapprocher de vos DIR et des sociétés concessionnaires d'autoroutes pour engager des études. On a aussi une fiche, là aussi, technique du CEREMA, donc toute une boîte à outils CEREMA qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui permet de donner toutes les clés pour mettre en place ces voies réservées. Et enfin, de manière peut-être, je dirais pas anecdotique, mais en tout cas plus pilotée au niveau national, on va avoir des voies réservées qui vont se mettre en place dans le cadre des JO, avec des voies à la fois en héritage, c'est-à-dire qui vont perdurer au-delà des JO, et des voies qui vont être provisoires. Donc, ça, c'est des voies qui vont être situées sur l'A1 et l'A13, qui vont fleurir dans les prochains mois, années. Voilà pour le premier cadre introductif, et je vais laisser la parole à la suite pour les retours d'expérience qui vont être beaucoup plus illustratifs. Merci beaucoup, Madame Georgeot, pour ces propos introductifs. Monsieur Jubot, je vous laisse partager votre écran pour nous présenter le retour d'expérience du CD31 sur les aires de covoiturage. Donc, en 2 mots, Monsieur Éric Jubot, donc, au conseil départemental de la Haute-Garonne, à la direction des routes. Et donc, je suis chargé du suivi, en gros, de tout ce qui est lien entre politique de mobilité, déplacement et puis stratégie en matière de développement d'infrastructures routières. Et dans ce cadre-là, je m'occupe notamment de tout ce qui est déploiement et aménagement d'aires de covoiturage.
Donc là, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu et de dérouler et de vous partager un peu le retour d'expérience qu'on a en la matière, à la fois donc sur la genèse du projet et sur en gros les quelques choix politiques qui ont été faits en termes de niveau d'équipement et de poursuite et de renforcement de la politique en matière d'aménagement d'aires de covoiturage. Donc, en 2018, la décision a été prise parce que c'est vrai que c'est une politique qui est plutôt récente au niveau du département par rapport à d'autres collectivités. La décision a été prise d'investir fortement tout ce qui est mobilité alternative par notamment donc, le développement d'aires de covoiturage, mais aussi le développement de réseaux express vélo. Puisque le constat a été fait qu'au niveau du département, il y avait des gros enjeux à la fois pour répondre à une attente forte des usagers en matière de mobilité sur l'agglomération toulousaine, sur le fait que il y avait des gros problèmes, notamment en termes de circulation et de congestion de la circulation. Donc, l'objectif, c'était de voir aussi comment on pouvait optimiser le réseau de voirie en regroupant les covoitureurs pour leur permettre de minimiser le nombre de véhicules en circulation. Être cohérent avec des engagements du département en faveur de l'environnement, puisque cette politique s'inscrit aussi dans le cadre d'une volonté forte du département d'intervenir en faveur de l'environnement, notamment par la mise en place d'un plan climat-énergie département et un plan de déplacement de l'administration. Et puis aussi de renforcer et de compléter l'offre de transport en commun, puisqu'on s'est aperçu qu'au niveau du département, il y avait vraiment des zones, et je pense que d'autres intervenants insisteront sur le sujet, il y a des zones où clairement on n'est pas en capacité d'apporter des réponses en matière de transport en commun satisfaisantes, et le covoiturage semble être une solution, une alternative qui permet d'apporter une réponse complémentaire et permettre un accès après ça au réseau structurant. Donc, dans ce cadre-là, la politique et l'objectif politique qui a été fixé, c'est de créer 3000 places de covoiturage au niveau de la Haute-Garonne avec un projet qui s'est mis en place en 3 phases. Donc, une première phase qui a été mise en place très rapidement d'aménagement de 24 heures de covoiturage. Une deuxième phase où on a travaillé avec les communes et on a fait remonter avec les communes et les usagers des nouveaux projets qui ont permis l'aménagement de 14 aires, mais il y a encore au moins une trentaine de projets qui sont en cours d'évaluation. Et une troisième phase où on continue donc à aménager des aires et je vous en parlerai, donc on va élaborer un programme d'aménagement d'aires de covoiturage avec là une vraie stratégie de déploiement d'aires au niveau du territoire. Donc avec un budget donc déjà 4 millions d'euros qui ont été dépensés et 10 millions supplémentaires sont prévus pour finaliser ce plan. Donc, le contexte de la démarche, comme je vous l'ai dit, le programme d'aménagement, ça a été débuté donc, par l'aménagement d'aires aux abords des routes départementales, mais plus avec une volonté d'intervenir en termes d'opportunités. Donc, on a surtout évalué des zones qui faisaient déjà la pratique de covoiturage de façon informelle, avec des fois même des nuisances en termes de circulation. On a travaillé donc en collaboration avec les communes pour analyser et recenser ces zones qui ont donc mis en évidence une soixantaine de zones et qui ont permis d'élaborer et d'aménager déjà 45 projets, et aussi une grosse démarche de concertation où régulièrement on réalise des enquêtes terrain, des enquêtes internet pour vraiment évaluer précisément quelles sont les attentes et les besoins en matière de covoiturage. Et ce qui a permis d'affiner et de préciser à la fois les lieux d'aménagement et les niveaux d'aménagement de nos aires. Donc là, une carte donc de nos projets, de nos aires réalisées. Donc on s'aperçoit que pour l'instant, et c'est pour ça qu'on élabore ce programme d'aménagement d'aires de covoiturage, on a essentiellement un maillage autour des grands axes structurants.
Et on s'aperçoit donc qu'il y a une sorte de diagonale nord-sud autour des axes autoroutiers. Et l'objectif, c'est vraiment de diffuser et de mailler le territoire au maximum et d'apporter des solutions de covoiturage à l'ensemble des habitants de la Haute-Garonne. Donc le projet en tant que tel, pour l'instant les projets, donc on est vraiment sur de l'opportunité, sur la concertation avec nos partenaires terrain et donc il y a un gros travail d'évaluation des demandes en termes de faisabilité d'opportunité qui nous permet de voir si on poursuit ou pas les études et s'il y a des nécessités d'évaluation complémentaire, puisqu'on s'aperçoit très rapidement, une fois qu'on a géré les zones un peu faciles à aménager, qu'il y a des gros enjeux en matière de foncier, de maîtrise de foncier, de réglementation, puisque très rapidement, on arrive à des problématiques de zones inondables, d'environnement et d'urbanisme. Et, et donc, toute cette évaluation réglementaire et ces évaluations en termes de faisabilité vont nous permettre d'arrêter les choix techniques et d'envisager de plus en plus, enfin, je reviendrai là-dessus, sur des études paysagères qui vont nous permettre vraiment d'intégrer au mieux les aires à leur environnement. Et une dernière politique qui est mise en œuvre, c'est de labellisation. Donc là aussi, c'est de négociation avec les communes pour identifier des zones de parking existants et d'élaborer une convention à la fois pour réaliser les travaux et après ça, d'entretien et de gestion. Une fois que donc, les projets sont validés, on ouvre les crédits et on met en place une convention éventuelle et on programme les travaux. Donc la labellisation, donc ça c'est très rapidement, je reviens. Donc l'objectif c'est vraiment de réduire l'impact de l'aménagement et donc d'éviter au maximum d'artificialiser les sols. Donc on est très vigilant sur l'utilisation de zones existantes ou de délaissés. Et donc, on essaye au maximum et de plus en plus de développer ces labellisations en commune avec donc négociation par rapport aux fonciers, au niveau d'aménagement et après ça aux politiques d'entretien et une grosse problématique sur la gestion des déchets où de plus en plus on s'aperçoit que certaines aires ont des utilisations qui vont bien au-delà de la simple pratique du covoiturage avec un certain nombre de nuisances et d'impacts sur l'état de l'air. Et c'est pour ça qu'on commence à développer aussi des coopérations pour la gestion des déchets. Donc, en termes d'études complémentaires, comme je vous ai dit, 2 études complémentaires sur lesquelles on va formaliser même des marchés parce qu'on veut vraiment les généraliser au maximum. Des études par rapport aux aménagements paysagers. Et donc là, je vous ai mis 2 photos d'une aire récemment aménagée où on privilégie de plus en plus du stationnement végétalisé. Il y a de l'éclairage photovoltaïque. On va implanter aussi des box vélos pour vraiment intégrer les aires à la fois à leur contexte et les rendre les plus neutres d'un point de vue de l'environnement et aussi les intégrer dans une réflexion intermodale avec l'aménagement. Donc là, cette aire-là, il y a à proximité, il y a une aire d'arrêt bus, il y a des cheminements pour les relier aux aires de bus, il y a donc une desserte cyclable avec des box vélos sécurisés qui permettent vraiment de l'intégrer complètement. Et deuxièmement, donc une évaluation réglementaire environnementale, puisqu'on s'aperçoit que dès qu'on commence à être dans certains contextes et sur des aires supérieures à 50 places, on a des contraintes, on va dire, environnementales qu'on souhaite prendre en compte pour, là aussi, encore une fois, limiter au maximum l'impact et l'imperméabilisation des sols. L'étude d'aménagement paysager permet aussi d'apporter en termes de confort d'usage la gestion de tout ce qui est ombre, puisqu'en fonction du type d'air, on peut prévoir donc l'implantation d'ombrières photovoltaïques. On a 3 projets en cours d'implantation d'ombrières photovoltaïques, mais aussi sur des aires de moindre importance, on gère le confort d'utilisation par l'implantation au maximum d'arbres et de végétation.
Donc là, pour compléter mon propos, donc en termes d'équipement, donc éclairage photovoltaïque, des box vélos que les usagers donc, peuvent utiliser et sécuriser par leur propre dispositif. Ça nous permet d'éviter d'avoir une gestion trop contraignante de ce dispositif. Les bornes de recharge électrique, on commence à les déployer sur les aires et on travaille avec notre syndicat d'électrification pour intégrer les aires dans leur programme de déploiement de bornes de recharge. Et systématiquement, maintenant, on prévoit au moins les réservations pour pouvoir implanter facilement les bornes de recharge, les ombrières photovoltaïques, et on a aussi, toujours dans cette logique, de les intégrer dans un processus de déplacement complet, de voir et d'envisager la mise en place de services d'autopartage sur les aires les plus urbaines avec Cities. Donc 2022, on est vraiment sur une année de transition puisque l'objectif, c'est de continuer, de poursuivre l'aménagement des aires et de l'évaluation de nouveaux projets. De finaliser aussi, comme je l'ai dit, tout ce qui est un travail de formalisation d'un document de cadrage pour tout ce qui est entretien, gestion et exploitation, puisqu'on s'aperçoit qu'on est de plus en plus confronté à des nouveaux métiers sur lesquels on n'avait pas forcément l'habitude d'intervenir, puisqu'on était habitué, nous, à gérer et entretenir des routes, et on s'aperçoit que les aires de covoiturage, d'autant plus quand on développe des aménagements paysagers, et ben, c'est des nouveaux métiers, des nouvelles contraintes, des nouveaux budgets à prévoir. Donc, on a formalisé un document de cadrage sur l'entretien, la gestion et l'exploitation des aires. Et avec l'évaluation de nouveaux sujets sur la gestion des épaves, l'autorisation d'activités annexes, puisque de plus en plus on a des demandes d'implantation de services annexes, des camions de vente ambulante, de primeurs, de vente de pizza. Et on est en train de voir un peu dans quelles conditions ça peut se mettre en œuvre. Et tout un travail justement pour accompagner la gestion de ces aires, donc de représentation cartographique, pour pouvoir après ça faire les programmations budgétaires, communiquer et mettre à disposition l'information aussi sur notre site et sur le répertoire national des aires de covoiturage. Donc pour finir, le gros sujet du moment, donc c'est l'élaboration de ce programme d'aménagement des aires, puisqu'on s'aperçoit qu'on arrive un peu dans l'approche un peu empirique de l'analyse des zones où on pourra aménager les aires. On arrive un peu à la limite de l'exercice et il nous a été demandé donc dans cette volonté de poursuivre l'aménagement de 2000 places supplémentaires, qu'il nous fallait vraiment un programme d'aménagement d'air. Donc, on travaille avec ECOV qui nous accompagne pour réfléchir à où et comment on va aménager nos nouvelles aires. Donc, c'est un gros programme avec donc une phase de diagnostic et d'état des lieux qui a été réalisée pour identifier vraiment les zones et de potentiel de covoiturage en réponse à des stratégies qu'on est en train d'élaborer et qui peuvent aller d'un maillage et d'une équité territoriale pour qu'il y ait des aires vraiment partout, d'un ciblage des usages en fonction de la localisation entre justement des déplacements domicile-travail, mais on s'aperçoit au travers des enquêtes qu'on a fait et des mesures de fréquentation qu'on a fait qu'on a des aires où il y a aussi d'autres pratiques qui vont au-delà de la pratique domicile-travail, avec des pratiques de loisirs, y compris le week-end, de lieux de rendez-vous pour des activités associatives. Donc l'intégration du covoiturage et de la pratique du covoiturage donc dans un dispositif de mobilité beaucoup plus large, donc avec un travail avec la région et l'AOM sur l'agglomération toulousaine pour voir comment l'aire de covoiturage s'intègre dans une chaîne, on va dire, de déplacement et d'articuler ça avec justement les transports en commun, les trains et d'autres dispositifs qui pourraient être mis en œuvre par les autorités organisatrices de la mobilité. Donc, on est vraiment en complémentarité avec ces interventions et qui vont nous permettre donc de définir
un, les localisations et deux, les niveaux d'aménagement de nos aires avec des différentes typologies qu'on est en train d'établir entre des aires structurantes où on a vraiment un très haut niveau de service, des niveaux d'aménagement très complets et une vraie interaction avec l'offre de transport existante, y compris les mobilités douces, des aires intermédiaires, des aires locales et des aires labellisées. Voilà. Donc, une fois qu'on aura établi ces choix en concertation, puisqu'il y a un gros dialogue participatif où, donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu des consultations des usagers, des citoyens, et il y a une concertation avec les territoires sous forme d'ateliers où on réfléchira vraiment à la localisation et au type d'aménagement qu'on réalisera, et pour aboutir donc justement à un programme de travail sur les 5 prochaines années avec entre 20 et 25 aires à réaliser par an. Voilà. Donc, pour conclure, en gros, donc, les enseignements tirés de cette démarche, ils sont à deux niveaux. D'abord, on voit qu'on est passé d'une approche en termes d'opportunités à un déploiement programmé où on a une vraie stratégie de maillage territorial et de définition de typologie d'air. Et on est vraiment, alors on était sur des niveaux d'aménagement un peu classiques et sur l'ensemble de nos aires, on est en train de définir des niveaux d'aménagement différenciés et avec le développement, on va dire, d'une offre de services beaucoup plus complète en fonction du type d'air qu'on aménage. Et en termes de conseils, donc, on s'aperçoit qu'il y a une vraie coordination, une collaboration avec l'ensemble des partenaires qui permettent de définir les aménagements et les localisations au plus proche du terrain et qui répondent vraiment aux besoins du terrain, y compris en termes de gestion, puisque une aire, une fois qu'elle est aménagée, on voit qu'il y a des gros enjeux en termes de gestion, si on veut garder leur attractivité et une perception, on va dire, positive de la part des usagers, anticiper la gestion ultérieure. Des prestations d'accompagnement à prévoir, puisqu'on s'aperçoit que même si on n'est pas sur un projet routier traditionnel, donc on est en capacité d'assurer, on va dire, une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre en propre, mais il y a clairement un accompagnement et une vraie plus-value à travailler avec des prestataires sur l'évaluation réglementaire et les aménagements paysagers. Et un gros besoin, et c'est les prochaines réflexions qu'on va mener en termes de communication et de suivi de ces aires, à la fois pour encourager et amplifier la pratique du covoiturage et évaluer l'impact et les pratiques pour faire évoluer aussi nos approches. Et c'est pour ça qu'on a souhaité travailler avec ECOV, puisque d'ores et déjà, on sait qu'au-delà du schéma directeur, donc, où on est sur de l'infra, il y aura un vrai travail en interne et en collaboration avec nos partenaires de réflexion sur les services, ce qu'on va voir maintenant en termes d'outils de mise en relation, de services de covoiturage, de lignes de covoiturage. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à la prochaine personne. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très complète. On a plusieurs questions. Comme on a un timing assez serré, je vais en prendre que quelques-unes. Alors, une question pour vous, Monsieur Jubot. Madame Roussic du CEREMA demande: cette stratégie de déploiement des aires de covoiturage est étudiée avec les AOM et en lien avec leurs documents de planification? Oui, complètement. En gros, la région et donc TCO, donc qui est l'AOM sur la métropole toulousaine, ont des schémas directeurs pour favoriser la pratique du covoiturage, plus basés justement sur des outils de mise en service, de mise en relation, sur des expérimentations justement en termes de financement de la pratique du covoiturage, et l'objectif qui a été confirmé dans le cadre d'une entité là, qu'on appelle les études multimodales, où c'est une instance partenariale où on réfléchit sur toutes les problématiques de mobilité, où il a été confirmé que sur le département de la Haute-Garonne, il y avait une vraie coordination et un vrai travail de collaboration sur tout ce qui est politique du covoiturage, qui vont au-delà des infrastructures et pour lequel le département a été identifié comme chef de file.
Merci beaucoup pour votre élément de réponse. Je pense que ça répond également à la question de Madame Durand qui disait, vous avez cité au tout début que vous travaillez avec les communes, mais vous travaillez aussi avec les EPCI. Du coup, vous travaillez sur ça avec tout le monde. Autre question de Monsieur Farge qui demande comment dimensionnez-vous le nombre de places de stationnement selon les aires? Justement, c'est un peu ce que je disais en conclusion, c'est qu'on est passé de quelque chose de plutôt empirique où en gros on définissait le nombre de places en fonction du foncier disponible et de l'optimisation du foncier disponible dont on avait généralement la maîtrise. Alors après ça, il y avait une localisation plus par rapport à la localisation en fonction du réseau et du niveau de structurant du réseau routier et de la desserte en transport en commun. Là, l'objectif, c'est vraiment de formaliser ça de façon un peu plus scientifique où on a mené des études de trafic et l'objectif, c'est d'adapter, on va dire, le niveau d'aménagement de l'aire en fonction de la demande et de du niveau de covoiturage, du besoin en termes de covoiturage. Donc, on est en train de mener justement des études de modélisation et ECOV a un outil qui permet justement de définir ça, de définir des corridors où il y a du fort potentiel de covoiturage, où là, on aura des grosses aires et des aires de maillage où on mettra plus des petites aires, mais plus pour encourager les gens et les convaincre de covoiturer. Voilà. Et la dernière contrainte, pour l'instant, et c'est pour ça qu'on lance aussi ces prestations d'accompagnement, c'est qu'on voulait éviter de faire des aires de plus de 50 places parce qu'on savait que d'un point de vue réglementaire, on serait soumis à des contraintes et donc on pourrait être beaucoup moins réactif. Là, maintenant qu'on a ce programme et qu'on se projette sur plus de 5 ans, on sait qu'il y a des projets sur lesquels il va falloir mener des études, on va dire, un peu plus poussées et donc avec des plannings beaucoup plus longs. Mais pour l'instant, en gros, les projets d'air, c'est moins de 6 mois entre l'évaluation du projet et la réalisation. Super, merci. Et enfin, une dernière question. Pour les autres, on essaiera de les prendre à la fin si on a encore le temps. Donc, une question cumulée de Madame Peretta et de Monsieur Goril qui demande sur quel type de foncier aménagez-vous principalement vos aires? Qu'il y ait des parkings commerciaux, des friches, des terrains agricoles? Ou est-ce que vous avez aussi envisagé une réflexion sur la mutualisation d'espaces de stationnement privés? Zone Alors, d'activité. pour l'instant, 9 fois sur 10, c'est sur du foncier départemental dont on a la maîtrise. De plus en plus, c'est sur du foncier communal que les communes nous mettent à disposition, soit du foncier, alors soit du foncier déjà plus ou moins aménagé dont on complète les aménagements, soit du foncier vierge sur lequel on réalise des aires. Et il y a tout cet aspect de labellisation où, pour l'instant, c'est de la labellisation, on va dire, de stationnement public, donc avec les communes essentiellement, sur lequel là aussi on réserve des zones où on aménage des zones spécifiques dédiées au covoiturage. On n'exclut pas justement au moment de l'échange et de la concertation qu'on va avoir avec les territoires d'aller au-delà, parce qu'on a déjà eu plus ou moins des fois des possibilités, mais pour l'instant ça n'a pas été mené au bout parce qu'il n'y a pas eu forcément de volonté conjointe d'aller au bout, mais de regarder pour identifier aussi pourquoi pas du foncier privé sur lequel on pourrait définir et renforcer la pratique de covoiturage. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Pour les questions qui n'ont pas encore été répondues, on verra si on a le temps à la fin. Sinon, je ferai en sorte de vous apporter une réponse en contactant M. Jubaud par ailleurs. Madame Faguet, je vous laisse partager votre écran et on va parler des lignes de covoiturage. Alors, bonjour à tous. Rapidement, une première slide pour vous repréciser ce qu'est le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Donc, ce syndicat mixte, il a été créé j'ai fait une erreur, pardon, le 1er janvier 2020, toutes mes excuses. C'est le regroupement de 3 collectivités que sont la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, Grenoble-Alpes Métropole et la communauté de communes du Grésivaudan. Il y a eu un regroupement parce que finalement, le bassin grenoblois aspirait un peu les déplacements et donc il était assez logique en termes de mobilité de pouvoir avoir des services à l'échelle de ce syndicat. Donc, les services de covoiturage, je ne vois pas
tout. Donc, les services de covoiturage, globalement, ils ont l'objectif, c'est d'avoir des services complémentaires. Donc, complémentaires entre eux, mais aussi complémentaires avec les autres modes de mobilité qu'il y a sur le territoire. Donc, il y a à la création du syndicat mixte, la marque M-Covoit a été créée, qui ensuite se divise en 3 sous-services, avec 2 services qui sont vraiment du covoiturage spontané, donc sans réservation, et un service plus classique, M-Covoit Rendez-vous, qui est du covoiturage organisé. Donc, sur le covoiturage spontané, on a le service qui s'appelle M-Covoit Ligne Plus, qui est aujourd'hui aussi opéré par Ecov et qui se définit de la manière suivante, donc avec des arrêts dédiés. Tout à l'heure, on parlait de covoiturage comme le transport en commun. On est vraiment exactement dans ce type-là. Donc, des arrêts dédiés, une garantie départ pour garantir aux gens de partir, ce qui est un vrai levier pour la pratique du covoiturage. Une indemnisation conducteur avec une indemnité siège libre dont je parlerai ensuite, une assistance téléphonique et une vraie animation de communauté pour permettre de pallier un peu, de faire beaucoup de pédagogie et d'expliquer le service. Ensuite, on a un service qui s'appelle M-Covoit Pouce, qui est la suite de Réseau Pouce qui était beaucoup développé sur le territoire métropolitain, avec pour le coup un service un peu plus light, mais qui a une vraie volonté de desservir les zones qui sont moins denses, avec tout de même une matérialisation des arrêts, alors soit avec des panneaux statiques, soit avec des panneaux dynamiques. Par contre, il n'y a pas d'outils de mise en relation et il n'y a pas réellement de service dédié, donc pas d'application, pas d'indemnisation autour de ce service. Et une animation qui est réalisée en interne. Et le 3e service, donc c'est le covoiturage, c'est M-Covoit Rendez-vous. Donc, le SMAG, pour le coup, a fait le choix de ne pas lancer ce service à l'échelle du territoire, mais uniquement sur des zones d'activité. Donc, on définit au fur et à mesure les zones qui, pour nous, ont la nécessité d'avoir un service de covoiturage développé. Et pour le coup, on a une application dédiée et une indemnisation conducteur et passager et une animation réalisée par l'opérateur. Donc, pour ce qui est de M-Covoit Ligne Plus, donc on est vraiment sur du co-HNS, du covoiturage à haut niveau de service, avec une grosse partie aménagement, comme vous pouvez le dire précédemment. Donc, on a une logique de définition d'arrêt parce que, étant donné qu'on est sur des lignes de covoiturage avec un niveau de service important, c'est primordial de positionner les arrêts sur des flux structurants pour avoir la fameuse massification du covoiturage qu'on cherche tous et pour limiter le temps d'attente aux passagers. Donc, pour ce faire, donc on a des arrêts matérialisés, des encoches, des abris, les panneaux à messages variables qui sont situés à l'arrêt et en amont pour avertir les conducteurs qu'il y a un passager qui attend à l'arrêt. Donc, les arrêts aujourd'hui sont matérialisés essentiellement sur nos gros parkings relais des territoires en amont, donc sur finalement partie Pays-Voironnais et Grésivaudan, parce que les flux domicile-travail, ils vont de la périphérie vers la zone, vers la ville-centre. Et donc, ces arrêts donc, sont matérialisés sur les parkings relais. En centre de Grenoble, ils sont pour le coup sur des encoches qui sont plutôt au regroupement de flux. Associé à ça, il y a une vraie logique de relation à l'usager, donc comme je disais tout à l'heure, avec une animation de la communauté. Donc, on a une communauté M-Covoit Ligne Plus, avec un animateur de communauté et une assistance téléphonique qui a plusieurs vocations, à la fois de pouvoir expliquer le service aux personnes qui souhaitent des informations complémentaires, mais aussi qui a la gestion de la garantie trajet, dont je vous parlerai ensuite, et qui a aussi la possibilité de déclencher des trajets parce qu'il y avait une vraie volonté de la part du SMAC de ne pas offrir ce service qu'aux personnes qui ont des smartphones. Et donc, il y a aussi la possibilité soit d'appeler directement l'assistance téléphonique pour réserver son trajet ou alors d'envoyer un SMS.
Ensuite, sachant que pour le covoiturage, une des grosses problématiques, c'est de se dire, oui, mais si je ne pars pas, qu'est-ce que je fais? Je suis à l'arrêt et je ne peux pas aller au travail. Donc, en heure de pointe, si aucun conducteur ne s'est arrêté, l'assistance téléphonique identifie les passagers qui sont en limite et déclenche une garantie trajet qui est la plupart du temps via un taxi. Et donc ensuite, il y a des incitatifs financiers aussi, donc qui sont doubles. Aujourd'hui, on a une gratuité pour les passagers, mais par contre, pour les conducteurs, on a une double indemnisation. À la fois, on indemnise via une indemnité siège libre en heure de pointe les conducteurs qui finalement jouent le jeu, c'est-à-dire qui se géolocalisent parce qu'on considère qu'ils participent à cette mise à disposition de sièges libres, à cette offre de mobilité qui permet finalement de mettre en route le service, et à la fois la tarification assez classique du covoiturage qui est un coût de 2 € par trajet par passager transporté. Alors, j'ai un petit film. Avec M-Covoit Ligne Plus, covoiturez au quotidien et sans réservation entre Grenoble et le Voironnais ou le Grésivaudan. Rendez-vous à l'un de nos arrêts et choisissez votre destination sur l'application. Un membre de la communauté reçoit votre demande et vous récupère. Et grâce à la garantie départ, vous êtes sûr de partir. Vous souhaitez faire des économies, un geste pour la planète et éviter les bouchons? Téléchargez M-Covoit Ligne Plus. Hop. Donc, pour ce qui est des lignes de covoiturage, donc on a la possibilité, comme les transports en commun, de pouvoir les identifier, enfin en tout cas les cartographier, parce qu'on est bien d'un point A vers un point B. Donc, à l'écran, vous avez les différentes lignes, que ce soit côté Pays Voironnais en haut ou Grésivaudan en bas. Et donc, vous avez aussi des photos des arrêts. Donc, un abri, une encoche, deux places matérialisées qui permettent vraiment de sortir en sécurité de la circulation et de pouvoir d'eux-mêmes re-rentrer dans la circulation. Et puis sur la photo de droite, donc c'est le panneau à message variable qui permet de diffuser l'information quand il y a un passager qui attend à l'arrêt. Donc le panneau identifie par exemple un passager pour Grenoble, Porte de France. Et donc, tous les conducteurs qui passent avec ou sans application, qui passent devant ce panneau, ont cette information et ils savent que la personne qui attend à l'arrêt va à Porte de France. Et donc, s'ils vont dans ce sens-là, ils peuvent tout à fait le prendre. Alors, ensuite, pour parler des autres services, donc M-Covoit Plus, qui est toujours du covoiturage spontané, et donc on est... Alors, finalement, covoiturage spontané, autostop organisé, la limite est assez fine. Et donc là, on a deux types de services. On a à la fois le panneau statique, comme vous voyez sur la photo de gauche, qui est vraiment, donc l'objectif, c'est vraiment la desserte des zones peu denses rurales. Nous, sur le SMAG, on a à la fois des zones qui sont extrêmement rurales, des zones montagnardes, etc. Donc, on a vraiment un mix. Donc, l'objectif de tous ces services, c'était vraiment de mixer et de les mettre en complémentarité, d'avoir un service M-Covoit Ligne Plus qui est vraiment structurant, qui maille les grands axes. Monsieur Jean-Jean parlera tout à l'heure de la voie de covoiturage. On est vraiment en lien avec cette voie. Et ensuite, d'avoir un service M-Covoit Plus qui finalement vient pas forcément en rabattement de M-Covoit Ligne Plus, mais peut venir sur une gare, peut venir sur un parking relais, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça. Donc, on a des panneaux statiques avec la zone peu dense, avec une grosse nécessité de faire de la pédagogie, mais très locale. Donc, en ce moment, c'est le travail qu'on mène, c'est d'aller voir chacune des communes qui sont moteurs pour l'instant et de voir de quelle manière on peut travailler avec eux, de quelle manière on peut créer une petite communauté, rien que 5, 10, 15 personnes à l'échelle communale qui ont une vraie volonté de covoiturer et petit à petit de pouvoir ensuite communiquer sur le service. Donc ça, c'est plutôt sur la partie panneau statique, mais on a aussi cette nécessité sur les panneaux à bouton poussoir. Donc, on a un panneau dynamique et qui est relié à un boîtier donc, que vous voyez à droite, qui est géré localement avec 6 destinations. Donc là, on est
aussi sur le principe de ligne de covoiturage, parce que finalement, vous êtes à un point et vous avez 6 destinations, donc 6 lignes possibles. Et le plus de ce panneau, ça permet comme tout à l'heure, diffuser de manière plus claire qu'une feuille A4, de diffuser de manière plus claire la destination au conducteur. De manière très rapide, parce que là, on n'a pas vraiment d'infrastructure liée à ce service, mais pour vous ayez une vision globale, donc M-Covoit Rendez-vous, c'est le service de covoiturage organisé. Et donc là, on est vraiment sur la cible des salariés des zones d'emploi. Et on ne déploie ce service qu'à l'échelle des zones d'activité. Donc, vous voyez les petits losanges. Aujourd'hui, on a 4 zones qui sont déployées. Et il y a toute une logique aussi d'indemnisation et de tarification derrière ce service. Hop. Et donc, quelques chiffres pour terminer. Donc, on a lancé ce service en septembre 2020, donc peu de temps avant la crise sanitaire. Donc, voilà, on ne peut pas dire que le covoiturage, les services de covoiturage aient vraiment eu le vent en poupe pendant ces quelques mois. Donc, on a commencé de manière très, 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 très lente, mais ce qui a permis aussi de faire un peu de pédagogie, d'affûter nos argumentaires, etc. Et donc, depuis septembre 2020, on a eu 4 980 trajets réalisés donc, par des passagers. Parce que là, on a sur ce service-là, les indicateurs, c'est vraiment le nombre de trajets réalisés, mais aussi le nombre de conducteurs qui se géolocalisent parce qu'on est vraiment sur l'offre de mobilité. Et donc, comme vous pouvez voir, on a un vrai boost depuis juin 2022 sur les trajets passagers, donc avec plus de 50%, entre juin et octobre. Et le nombre de traces conducteurs, voilà, on en a eu 34 000 en 2022 et pour le coup, sur les traces conducteurs, on voit un peu moins cet effet. Il est un peu plus lisse depuis la reprise, depuis début d'année. On n'a pas vraiment un pic sur mai, juin ou octobre. Donc ça, c'est sur la partie M-Covoit Ligne Plus et donc sur la partie M-Covoit Rendez-vous. Donc celui-ci, on commence simplement à le développer. Il y avait une zone qui a été développée en 2019, mais finalement, l'animation se fait vraiment maintenant. Et donc, c'est aussi un service qui fonctionne extrêmement bien. On a des très bons résultats et il y a un vrai travail partenarial, comme les autres services de covoiturage, avec les entreprises qui ont la volonté de un peu développer ce service intra-entreprise. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on a quelques questions, notamment sur l'organisation des départs garantis. Là, vous avez dit des taxis. Enfin, vous avez quoi, un peu de taxi Alors, nous, SMAC, finalement, on a demandé cette prestation à notre opérateur. Donc, on n'a pas de gestion directe par le SMAG, mais l'opérateur, lui, en effet, donc l'assistance téléphonique, grâce à la géolocalisation à la fois des conducteurs et à l'information du passager à l'arrêt, a cette capacité de pouvoir identifier si oui ou non le passager, finalement, va partir rapidement. Et en fonction, il peut l'appeler en disant, ben voilà, il n'y a pas forcément de conducteur autour de vous. Est-ce que vous souhaitez qu'on lance la garantie trajet? Il y a aussi un échange plutôt pédagogique de dire oui ou non, parce que certaines personnes viennent au covoiturage aussi pour des vraies raisons environnementales et donc on peut se demander de faire partir un taxi, ça peut aussi être questionnant. Donc, il y a parfois des personnes qui attendent et donc des conducteurs spontanés qui viennent. Ou alors, elle déclenche un taxi et donc, elle travaille avec des taxis, etc. et pour garantir ce temps d'attente limité aux passagers. Et du coup, on nous demande combien de temps le taxi met-il à venir prendre le passager? Alors, ouais. Après c'est assez variable parce que ça dépend si c'est le matin ou le soir déjà, parce que le soir, finalement, il est dans l'agglomération grenobloise. Le matin, il est plutôt vers les autres communes, etc. Globalement, les chiffres sont assez bons en termes de temps d'attente moyen. On est plutôt autour de 10-15 minutes
On a des pointes à 40 minutes. Après, voilà, ça dépend aussi des périodes, mais on arrive à garantir un temps d'attente qui est relativement bon aux passagers. Super. Autre question. Comment vous avez défini du coup les points d'arrêt? Vous aviez dit pour le covoiturage à haut niveau de service, c'est en fonction un peu l'étude sur les grandes voies et du volume. Et du coup, sur tout ce qui est covoit de pouce, les points d'arrêt, vous les avez plutôt définis sur... Alors, sur MCovoit de pouce, tout ce qui est panneau statique, finalement, on est plutôt sur des demandes communales. Aujourd'hui, on a plus de 400 panneaux sur le territoire du SMAG. Donc, il y a eu des vraies volontés de développer ce service en termes d'infrastructure. Sur les panneaux les panneaux à bouton poussoir, pour l'instant, il n'y en a que sur le territoire de la métropole de Grenoble. Et là, on est un peu plus vers la logique de MCovoit Ligne Plus, avec de positionner un panneau finalement à un endroit un peu stratégique, avec un flux qui se cumule et plusieurs destinations. Typiquement, on est en bas, alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais en bas du Vercors, c'est une des stations, en tout cas une des montagnes qui est proche de l'agglomération grenobloise. Et donc, on a un panneau à bouton poussoir en bas de cette montée qui permet ensuite de pouvoir desservir plusieurs zones du plateau en haut. Merci beaucoup. Et on a une question de Madame Vassas, si c'est possible. Pouvez-vous donner des ordres de grandeur de budget pour les différentes solutions présentées? Oui. Alors, sur MCovoit Ligne Plus, on est plutôt autour... alors, sur MCovoit Ligne Plus, il y a la partie aménagement, donc investissement, et la partie fonctionnement. Si on fait un cumul un peu de tout, on est à peu près 250 000 € par an. Voilà. Sachant qu'on a 14 lignes sur le territoire du SMAG. Donc, on a un certain nombre de lignes. Sur la partie MCovoit pouce, aujourd'hui, étant donné, c'est pratiquement... on est pratiquement proche de zéro, parce qu'un panneau, ça coûte avec l'aménagement autour de 1 000 €. Donc, il n'y a pas énormément de coûts, étant donné qu'en plus, on a internalisé l'animation. Et par contre, sur MCovoit, où on est à peu près autour de 80 000 € par an. Super, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, mais surtout, n'hésitez pas si vous en avez qui vous viennent par la suite. Et on va donc passer... Ah oui, j'oubliais. Donc, il y a plusieurs territoires qui ont mis en place des lignes de covoiturage de façon différente et variée. On vous donnera d'ici la fin des 3 matinales un document qui récapitule ce que les différents opérateurs peuvent proposer, et également d'autres points de contact de collectivités qui ont mis en place des lignes de covoiturage, si vous voulez aller demander plus de retours d'expérience à différentes collectivités. Maintenant, on va parler du coup des voies réservées avec l'APR et Monsieur Jean-Jean. Vous partagez votre écran? Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis François Jean-Jean, je suis chef de projet concernant le développement du réseau, et donc en particulier des sujets qui traitent autour du développement des mobilités partagées et du développement des transports collectifs sur les réseaux APRR et AREA. Et donc, je vais vous présenter un peu le retour d'expérience qu'on a eu sur le développement des voies réservées sur l'A48, et donc montrer comment les infrastructures peuvent aussi encourager le développement du covoiturage. Alors, je commencerai tout d'abord par un peu d'histoire, parce qu'effectivement, quand on regarde du coup l'autoroute A48, donc c'est l'entrée ouest de Grenoble, entre effectivement le Vercors au sud et la Chartreuse un peu plus au nord. C'est une section qui aujourd'hui comprend plusieurs aménagements qui concernent les mobilités partagées. On a une voie réservée au transport collectif, on a une voie réservée
au covoiturage ici. Et puis on a aussi des arrêts de bus, mais en fait tous ces aménagements se sont vraiment déployés dans le temps, et la coopération quelque part entre les collectivités qui étaient eux porteurs des politiques publiques et AREA qui a pu apporter au cours du temps des capacités de financement ou d'aménagement avec la concession autoroutière. Donc, si on regarde, le premier aménagement, ça a commencé dès 2004. Alors là, nous, on n'était pas là, à AREA, puisqu'effectivement, c'était une coopération entre le conseil départemental de l'Isère et la DIR Centre-Est, qui était le gestionnaire de voirie à cet endroit-là. Mais donc, donc 2 arrêts de bus ont été créés sur des bretelles autoroutières pour permettre une première concentration des lignes de bus et une organisation des premières lignes de bus autour de l'autoroute. Ces aménagements ensuite se sont poursuivis donc avec la mise en service en 2007, donc c'était il y a quand même quelques années maintenant, la première section en fait d'une voie réservée aux bus, au transport collectif sur autoroute. Donc ça donc à l'époque elle s'appelait la VSP, c'était entre donc Saint-Égrève et Grenoble. Donc c'était une voie réservée qui était dynamique, expérimentale, parce qu'effectivement c'était la première sur près de 9 km. Et donc qui s'activait uniquement le matin quand il y avait des congestions sur l'autoroute. Mais quelque part, en 2013-2014, cette VSP a été prolongée sur près de 5 km pour remonter jusqu'à la barrière péage de Vorep, et où là, c'était AREA qui, effectivement, avec le conseil départemental de l'Isère, qui était l'autorité organisatrice du réseau de transport urbain, a réalisé ce projet-là. Et ça a vraiment permis le développement, la structuration aussi en parallèle du réseau avec le développement des lignes express. Voilà. Donc, la contrepartie aussi de réaliser l'aménagement de l'infrastructure, c'était aussi de densifier les lignes et d'organiser les lignes vraiment en haut niveau de service. Et puis après, donc 2013-2014 et la réalisation de l'extension, il y a eu une réflexion entre le conseil départemental de l'Isère, la métropole et aussi le SMAG, donc en disant quelle est l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'était effectivement naturellement le covoiturage. Et donc, alors, il y a un premier projet qui a été lancé qui a permis un peu d'environner le covoiturage, qui s'appelait le projet GREAT à l'époque, qui a permis de mieux connaître et de commencer à identifier des zones où on pourrait avoir les zones de rabattement, les zones de destination, etc. Et après, effectivement, est apparu au cours de cette réflexion la nécessité de commencer à regarder le développement du coup d'une voie réservée au covoiturage. Donc là, les études ont commencé dès 2017, donc ça a été assez en amont. Et alors, en parallèle, effectivement, la doctrine de l'État concernant les voies de bus, elle a évolué. Donc, du coup, c'est vrai que en même temps que la réalisation de la voie au covoiturage, la VSP donc a été transformée en VRTC. Alors, c'est des termes techniques, mais c'est juste que effectivement les référentiels techniques ont bougé. Maintenant, c'est une voie qui est un dispositif permanent, qui est beaucoup plus simple en gestion. Ce sont les conducteurs qui prennent l'initiative de s'engager ou pas. Mais en tout cas, elle a été maintenue et surtout, elle nous permet aussi d'augmenter la fréquentation des bus sur la voie. Donc, on peut aller jusqu'à 100 bus par heure. Donc ça, c'est effectivement, ça commence à faire effectivement un certain trafic. Et donc en parallèle, donc la voie réservée covoiturage que vous pouvez voir ici en photo, donc sur la partie gauche ici sur la voie gauche de l'écran, a été réalisée, donc qui est mise en service en septembre 2020. Donc ça a été juste un mois après. Oui, c'est ça. Après les lignes justement dont Émilie présentait tout à l'heure, Covoit-Ligne Plus. Donc sur l'intégralité de la section, donc depuis la barrière de péage de Vorep jusqu'à ici la bifurcation entre la RN 481 et la 480. Voilà. Donc on peut voir que c'est une section qui comprend les deux aménagements. Voilà. Et donc, alors, comment la voie réservée au covoiturage, ça fonctionne? Donc, sur Grenoble, on a fait le choix de réaliser une voie réservée dynamique. C'est-à-dire que c'est une voie qu'on ouvre et qu'on ferme en fonction des conditions de trafic. Et donc pour ça, en fait, on va réserver donc la voie de gauche de l'autoroute à une certaine classification des utilisateurs qu'on va autoriser sur cette voie. Donc on peut les voir ici. Donc il y a ceux qui sont en situation de covoiturage, les véhicules qui sont critères zéro émission. Donc c'est vrai que quand on est soliste, pour l'instant, on peut encore prendre la voie. Mais par exemple, j'ai vu très récemment, je crois qu'à Bordeaux, cet usage sur la voie réservée n'est pas forcément prévu.
Les taxis peuvent prendre la voie réservée. Et alors nous, à Grenoble, voilà, on a interdit les bus, mais en fait parce que effectivement, à droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, il y a la voie réservée au transport collectif. Donc quelque part, ils ont déjà leur aménagement. Donc c'est pour éviter d'avoir des poids lourds de part et d'autre de l'autoroute. Voilà. Donc les utilisateurs sont informés que la voie réservée est activée justement par ce losange, ce nouveau panneau qui s'allume du coup quand la voie réservée est activée. Et aussi nous aujourd'hui, voilà, on limite la vitesse pendant ces périodes-là à 50 km/h sur l'autoroute. Alors après un peu plus d'un an maintenant, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Voilà, c'est la question qu'on nous pose assez rapidement. Donc du coup, voilà, deux graphiques pour vous montrer. Donc le premier, en fait, on va voir le nombre d'ouvertures par semaine, en sachant que nous on a surtout privilégié l'heure de pointe du matin au début. Voilà, donc par semaine il y a 5 jours ouvrés. Le week-end généralement on n'ouvre pas. Et donc là vous pouvez voir donc les zones qui sont neutralisées en gris. En fait ici, voilà, ce sont les périodes de vacances scolaires. Et puis en orange, parce qu'effectivement en 2021 il y a eu le dernier confinement. Effectivement, comme l'a dit Émilie tout à l'heure, on a ouvert la voie, pas forcément dans le meilleur contexte pour parler de covoiturage. Et effectivement en 2021 il y a eu le dernier confinement qui était à cheval sur les vacances de Pâques. Donc effectivement ça avait beaucoup d'impact en tout cas sur le trafic et sur les habitudes de déplacement. Donc on voit que la voie réservée a été quand même relativement souvent ouverte, et vous pouvez le voir ici donc sur le graphique du bas, les barres grises correspondent à la durée cette fois d'activation, parce qu'on peut ouvrir une fois mais beaucoup de temps, ou plusieurs fois voilà, peu de temps. Et en rouge, c'est la deuxième question qu'on nous pose très vite, c'est effectivement est-ce que c'est respecté, est-ce que voilà il y a beaucoup de fraudeurs ou pas. Et donc voilà, pour ça on a réussi à trouver un capteur qui nous permet de compter le nombre de personnes dans les véhicules qu'on a mis sur la voie de gauche. Et aujourd'hui, ce capteur voilà nous dit que on est globalement autour d'un taux de à peu près 40% de respect de l'usage. Voilà, donc il y a 40% des usagers qui sont dans le droit d'utiliser, donc ils peuvent être solistes comme je le disais s'ils ont un véhicule électrique par exemple. Voilà. Ce taux, il est globalement pour nous, c'est un taux un peu structurel parce qu'on voit que si on ouvre beaucoup ou pas beaucoup, quelque part, il est toujours un peu là. Alors en plus, il a tendance un peu à baisser à la fin de l'année. Mais voilà, c'est vraiment un taux qui est a priori habituel et qui est lié, voilà, je pense au fait que c'est quand même la nouveauté et aussi au fait quand même qu'il y a peu de contrôle aujourd'hui encore par rapport à l'usage de la voie réservée. Mais ça, effectivement, ça va bientôt changer dans les années à venir. Pourquoi ça passe pas? Hop. Voilà. Bon, du coup, voilà. Alors aussi, voilà, d'un point de vue de la sécurité, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à cette année 2020, on n'a pas vu nous d'évolution du nombre d'accidents, voire même particulièrement les quelques accidents qu'il y a eu sur la 48 ne sont particulièrement pas liés à la voie réservée. Donc ça, on l'a vraiment démontré. Donc c'est important de dire qu'aujourd'hui, c'est un usage qui est quand même bien compris de la part des usagers. Il n'y a pas des comportements particuliers qui peuvent être compris comme dangereux en tout cas ou qui créent des problèmes. Donc ça, c'était vraiment une réussite. Alors en revanche, effectivement, il y a le sujet du respect de la vitesse. Aujourd'hui, on a 83% d'excès de vitesse, donc le 50 km/h est particulièrement pas respecté. Et voire même, on pense quand même que les 17% qui restent sont plutôt parce qu'on était dans des bouchons et des congestions, donc c'est pas forcément un respect volontaire, c'est plutôt un respect par défaut. Donc ça, c'est un sujet qu'on est en train de travailler, voilà, avec les services de l'État, avec le ministère et avec les CEREMA pour éventuellement rehausser la vitesse au moins à 70 km/h qui est permis aujourd'hui par les guides. Mais après, si on regarde l'efficience finalement, est-ce que le fait de faire une voie de covoiturage, ça aide à développer le covoiturage? C'est quand même la question principale, hein, parce que voilà, une voie de covoiturage, c'est pas une mesure de gestion de trafic. Et aujourd'hui, nous, on a constaté voilà un temps de parcours qui est plus faible et un différentiel de vitesse, en tout cas entre la voie de gauche et la voie de droite. Alors, pour un autoroutier ou un gestionnaire de voirie, on trouve que ces premiers résultats après une première année d'expérimentation sont plutôt encourageants. C'est vrai qu'on peut viser un peu plus haut. On aimerait que ce soit beaucoup plus significatif. Mais il faut savoir qu'aussi, on a une partie aval, nous, qui est très congestionnée, une partie amont qui ne l'est pas du tout vers Vorep. Et donc, du coup, ça peut voilà apporter aussi ces biais-là. En tout cas, on voit que d'un point de vue trafic, pour les ingénieurs, on va dire, ça marche. Il y a il y a un bénéfice, en tout cas, à covoiturer et à utiliser la voie réservée. Après, on a réalisé aussi une enquête donc sur la barrière de péage et ainsi que sur toutes les bretelles d'insertion pour voilà vérifier
le taux d'occupation des véhicules et aussi les véhicules qui étaient en situation, voilà, pour compter le nombre de personnes à l'intérieur. Parce que notre capteur, il compte uniquement la voie de gauche et les personnes en situation de covoiturage ne sont pas forcément aujourd'hui tous sur la voie de covoiturage. Et donc on voit aujourd'hui que ces deux taux, globalement, entre l'enquête de référence qui avait été faite en 2018 et l'année 2021, et ben effectivement ces taux ont augmenté. Alors c'est pas uniquement le ressort de la voie de réservée au covoiturage, hein, c'est aussi globalement la politique nationale de covoiturage qui se développe aussi. C'est aussi et surtout les services de covoiturage du SMAG c'est un peu tout ce microcosme là qui participe aujourd'hui à augmenter. Et donc on va bientôt avoir les résultats de l'enquête 2022 pour voir si jamais effectivement cette croissance elle se poursuit ou elle se poursuit pas. Voilà. Ce qui était important de dire aussi, c'est que voilà, les résultats ils sont liés entre toutes ces briques qu'il faut effectivement aligner, et ça a été aussi important à mener durant aussi en amont toute la conduite du changement. C'est-à-dire que le losange, c'était un signal qui n'était pas connu, qu'il a fallu présenter à tout le monde, et donc il y a une énorme campagne de communication qui a été menée, alors vous voyez avec une charte graphique qui était aussi neutre, mais qui a été menée par l'ensemble des collectivités, l'ensemble des partenaires. C'était pas que APRR, AREA ou le SMAG, c'était vraiment tout le monde. Et alors il y a eu voilà des affiches, des éléments digitaux pour faire comprendre le losange, et aussi surtout annoncer et prévenir effectivement des services qui seront mis en œuvre. Voilà. Et alors maintenant voilà pour la suite. Aujourd'hui donc sur la partie amont au niveau de VOREP, donc aujourd'hui on envisage un pôle d'échange multimodal sur l'aire de VOREP. Donc ça quelque part c'est un peu la Rolls-Royce du parking de covoiturage. C'est-à-dire que ce sera effectivement un très gros parking qui fera pratiquement 300 places, qui sera créé en superstructure. Alors nous aussi changer une aire d'autoroute, c'est quand même un défi, on va dire un peu de référentiel et technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une aire d'autoroute c'est quand même une zone qui est quand même refermée sur elle-même, sur laquelle on peut rentrer que en voiture à partir de l'autoroute. Donc là, l'idée, au contraire, c'est de décloisonner l'aire, qu'on puisse y accéder à pied, en vélo, en bus, qu'on puisse rentrer sur l'aire de service, et de là, qu'on puisse prendre justement un covoiturage avec un arrêt M-Covoit Ligne Plus, ou prendre un arrêt bus qui sera créé à cet endroit-là, et donc éviter de prendre sa voiture pour rentrer sur l'aire de Grenobloise. Donc on crée un gros pôle pour essayer de limiter le nombre de véhicules qui vont s'insérer voilà sur l'aire grenobloise. Donc ça c'est un projet qu'on a qui va être réalisé dans les quelques années à venir. Mais j'ai envie de dire, il y a eu aussi il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les gros pôles d'échange multimodaux, les gros aménagements. On a aussi plusieurs projets sur les autres branches du grès grenoblois qu'on peut voir ici à droite. Hein. Donc la 48, elle est là. Et donc sur l'autre branche, la 41, on est en train de créer aussi un nouveau parking, donc un peu sous le mode de l'échange de Saint-Égrève, hein, avec un parking de covoiturage. Il y aura des arrêts de bus sur autoroute. Il y a une passerelle là qui sera juste au-dessus. Donc ça qui est en cours de réalisation par le SMAG avec un financement par exemple AREA pour le parking. On va aussi, il y aura aussi une autre voie réservée au transport collectif, donc sur la 80 pour le sud, donc tu pourras équiper l'ensemble en fait des voies d'accès à Grenoble. Et puis un peu plus en amont encore, on a aussi des parkings de covoiturage qui se développent. Alors ça, en tout cas nous, voilà, en tant que gestionnaire d'infrastructure, c'est pas nous qui décidons où est-ce qu'on fait les choses, comment on les fait, comment on les dimensionne. Et c'est vraiment toute l'importance de travailler en coopération et en collaboration avec les collectivités pour que justement nos schémas ils s'inscrivent pleinement dans la politique de développement. Typiquement sur cette aire ici, on développe voilà le covoiturage avec les bus, mais il faudrait pas que on va réfléchir à une voie réservée aussi au covoiturage, mais il faudrait pas que la voie réservée au covoiturage, par exemple, soit un argument de plus pour conserver à prendre sa voiture, alors que justement le SMAG lui cherche sur cet endroit-là à développer plutôt, par exemple les bus, où il y a aussi des projets de développement des lignes de train. Et donc il faut que tous ces aménagements ils se complètent pour éviter pour avoir l'intégralité en fait du bouquet de mobilité qui soit lié à des aménagements bien spécifiques. Et ça ça prend du temps en tout cas à se coordonner. Voilà rapidement ce que je pouvais vous partager. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jean, pour cette présentation. Alors, on a une question de Monsieur Farge qui demande comment mesurez-vous le taux de respect de la voie réservée? Alors, je vais vous partager l'écran et je vais vous le montrer rapidement. On a en fait trouvé un équipement.
Voilà. Donc là au milieu, là vous le voyez à côté du panneau, c'est un dispositif en fait qui a été développé par la société Printech, qui est une entreprise qui est vers Dijon, qui elle, voilà, compte le nombre de personnes dans les voitures. Alors ça, elle compte le nombre de personnes devant et derrière. Donc ça, c'est assez important parce qu'effectivement devant, en fait, le covoiturage, c'est pas que des gens qui utilisent un service, par exemple pour aller au travail. Un papa qui emmène sa fille à l'école, il est aussi en situation de covoiturage sur l'autoroute. Et donc c'est important effectivement de compter aussi le nombre de personnes qu'il y a derrière. Et donc, ce dispositif-là, aujourd'hui, il permet voilà, rapidement de classifier en fait le nombre d'occupations dans les voitures. Et si jamais il détecte un véhicule solo, après il va vérifier si jamais, par exemple, c'est un taxi, si jamais il est dans la liste des véhicules critères zéro émission, etc. Et aujourd'hui, nous, cet équipement pédagogique, en fait, il est connecté à un panneau qu'on voit un peu plus loin. Et en fait, on affiche un message si jamais on voit une personne qui est dans une situation irrégulière. Donc aujourd'hui, il y a un message seul à bord, veuillez changer de voie. Mais demain, là, dans quelques mois, on va afficher carrément une partie de la plaque d'immatriculation du véhicule pour l'inviter à regagner la voie du milieu. Et du coup, vous parliez de potentiel contrôle. Il y aura des sanctions pour ceux qui ne font pas. Alors, aujourd'hui, la loi, je crois que c'est la loi l'homme, hein, oui, effectivement, qui aujourd'hui prévoit déjà la verbalisation. Je sais que sur Lyon, la police mobile en moto, en fait, a effectué quelques contraventions, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué parce qu'il faut, voilà, faut patrouiller en même temps, prendre la personne sur le fait, s'arrêter. Enfin, donc c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, voilà, le ministère des Transports a lancé un partenariat. D'ailleurs, avec Émilie, cet après-midi, il faut qu'on rende la confirmation de notre manifestation d'intérêt. Mais voilà, un capteur de ce type-là va être connecté en fait à de la vidéo verbalisation. Et voilà, pratiquement d'ici, je pense, une petite année, j'espère, on pourra maintenant avoir des capteurs automatiques. Alors, ils fonctionneront peut-être pas en permanence, mais en tout cas, il pourra y avoir du contrôle, voilà, un peu de manière voilà, échantillonnée. Et j'espère que ça augmentera du coup notre taux de respect de l'usage. Et qui est, vous avez dit, de 40%, c'est ça? Aujourd'hui, 40%. Ouais. Autre question, donc vous avez dit que la voie réservée est dynamique, donc elle est ouverte ou non en fonction des conditions de trafic. C'est quoi les critères et comment vous les mesurez? Alors, les critères, donc ça, l'ingénierie trafic quelque part nous dit que pour mesurer une congestion qui se forme, c'est idéal de regarder un temps de parcours. Et pour regarder une congestion qui disparaît, on peut plus regarder tout à fait le temps de parcours parce qu'en plus nous on a limité la vitesse, mais donc on regarde une grandeur physique, mais qui est mesurée par des stations de comptage, qui s'appelle le taux d'occupation des voies. Voilà. Donc c'est des choses ça qu'on mesure et aujourd'hui on les a parce qu'on a des caméras qui nous permettent de simuler des stations de comptage tous les 200 mètres. Alors ça c'est un historique hein, issu de la VSP. Aujourd'hui on est en train de réfléchir sur quels seraient les types de capteurs qu'on déploierait parce qu'effectivement on a déjà plusieurs autres voies réservées en projet. On en a 3 autres sur Lyon, 2 sur Lyon et 1 sur Paris. Et aujourd'hui, voilà, on va pas rééquiper et mettre autant d'équipements au bord de la chaussée. Donc, on est en train de réfléchir sur quels seraient les capteurs, mais globalement, c'est des capteurs de trafic traditionnels et globalement qui sont implantés uniquement en aval, en fait, de la voie réservée au covoiturage. Parce que c'est vrai que pour l'activation, ce qui est sensible, c'est que vous pouvez pas activer trop tard la voie réservée parce que si jamais votre bouchon est déjà formé, en fait, si vous avez déjà vos voies qui sont pleines, bah, si vous ouvrez la voie de covoiturage, les personnes solistes qui sont sur la voie de gauche, eh ben, ils peuvent pas se rabattre sur la voie du milieu. Donc, en fait, c'est assez sensible. Il faut activer la voie vraiment au moment où la congestion elle est en train de se former. Merci beaucoup. On a une autre question de M. Burland, qui est à la communauté urbaine de Limoges Métropole, qui demande est-ce que compter un parent et son enfant comme du covoiturage n'est pas un peu dévoyer la notion de covoiturage? Bah, si je reprends enfin, moi, la définition, c'était Madame Georgiou qui l'a donnée tout à l'heure aussi. Je pense que aujourd'hui, nous, dans les textes et dans la loi, voilà, à partir du moment où on est plusieurs, en fait, techniquement, c'est pas on dit que c'est une voie réservée au covoiturage dans le jargon, mais en fait, c'est une voie réservée à occupation multiple, en fait. Donc, à partir du moment où on est plusieurs dans la voiture, aujourd'hui, d'un point de vue règlement, la voie, elle est autorisée. Mais après, ça c'est plus une question, je pense, à poser soit au ministère, soit peut-être à Émilie. Oui, effectivement, les autres intervenants, que ce soit Émilie ou Élodie, vous pouvez effectivement prendre la parole.
En attendant, une autre question de Madame Lavandier qui demande pourquoi ne pas laisser la voie de covoiturage active tout le temps. Alors, c'est une bonne question. Lyon, par exemple, a fait ça. Au début, ne faisait pas ça, l'ouvrait sur horaire et sur certains créneaux, et maintenant, il le laisse en permanence. Alors nous, quand même, la principale raison, c'est quand même la vitesse. C'est que c'est une zone qui est limitée à 110 km/h habituellement, et quand on active aujourd'hui, qui est limitée à 50. Bon, aujourd'hui, c'était la première voie réservée au covoiturage en France, donc je pense que c'était normal d'être assez prudent par rapport à la vitesse. Aujourd'hui, voilà, on va essayer de la rehausser à 70 km/h. Mais même 70 km/h sur une autoroute qui a été conçue pour rouler à 110, en fait, c'est pas, mine de rien, évident de respecter une limitation si faible. Donc ça, c'est le principal enjeu. Et l'enjeu aussi, c'est d'être vraiment ciblé par rapport aux mobilités du quotidien et donc de l'heure de pointe du matin, dans le sens allant vers Grenoble. Et donc c'est aussi une manière, on avait pu le mesurer au cours de la VSP, aussi c'est la mesure, elle est mieux acceptée de la part des solistes ou des restes des usagers quand en fait elle est vraiment utilisée uniquement où c'est le plus pertinent. En fait, c'est la logique, c'est si tout le monde peut rouler aussi à 110, les covoitureurs ils peuvent aussi rouler à 110, et dans ces cas-là, ils iraient plus vite si jamais la voie réservée n'est pas ouverte plus longtemps. Et effectivement aussi, pour compléter par rapport à Lyon, Lyon en fait la vitesse elle est en permanence à 70 km/h. Donc en fait ils n'ont pas ce sujet-là en fait sur leur section parce qu'on est vraiment sur une section qui est très urbaine. Merci beaucoup. Et enfin, une dernière question plutôt sur la communication. Sur quels médias les vidéos des personnes autorisées ou non sont-ils diffusées? Alors là, enfin, il y a eu les médias, on a fait tout ce qu'on a pu. Non, mais il y a eu même des messages radio, il y a eu des panneaux publicitaires, il y a eu des messages sur les bus. Enfin, l'ensemble des partenaires ont déployé aussi sur leurs propres canaux, leur propre site. Il y a eu le site Area-covoiturage, il y a aussi des espaces LinkedIn, Twitter. Enfin voilà, on a essayé vraiment, on a eu une communication très large. On s'est associé là-dessus de professionnels pour nous aider à définir sa stratégie de communication. Et aujourd'hui, on va bientôt refaire une deuxième campagne, un peu liée aussi sûrement à l'arrivée du contrôle, pour relancer aussi un peu dans l'opinion les bons réflexes et les bons usages. Super, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On va passer enfin l'observatoire du covoiturage avec Monsieur Stefanini. Je vous laisse donc partager votre écran. Merci Amandine. Et bonjour à tous. Donc Victor Stefanini, je pars.fr, qui est un service numérique porté notamment par le ministère des Transports et qui a vocation à accompagner les collectivités dans leur politique covoiturage en leur mettant à disposition des outils parmi lesquels donc, le registre de preuves de covoiturage dont on parlera lors de et l'observatoire dont on parle aujourd'hui, qui donc est un outil qui permet en fait aux collectivités de nourrir leur réflexion et d'orienter leurs décisions, notamment en matière d'implantation d'infrastructures. Avant de commencer, je voulais remercier les différents intervenants pour leurs présentations respectives et leurs retours d'expérience qui sont particulièrement inspirants. Et donc voilà, en guise de conclusion et pour corroborer tout ce qui a été dit, je tenais à vous présenter l'Observatoire national du covoiturage au quotidien, qui est à ce jour le premier observatoire du covoiturage courte distance en France. Comme je disais, c'est donc un site ouvert en libre accès, qui permet donc deux choses, donc analyser l'évolution des pratiques de covoiturage courte distance et surtout mesurer l'impact des actions qui sont mises en œuvre au niveau des politiques publiques. Voilà, donc c'est historiquement, donc je disais, le premier observatoire national qui est le fruit en fait de la mobilisation pour le covoiturage au quotidien de novembre 2019 et qui est une co-construction donc, entre différents partenaires, donc le registre de preuves de covoiturage, l'ADEME, le CEREMA, le GART, le ministère. Donc tout ce que contient l'observatoire en fait est produit en partenariat entre ces différents acteurs. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur l'observatoire? On va retrouver plusieurs volets. Donc une veille sur l'actualité du covoiturage, donc tout ce qui concerne en fait dans les médias de près ou de loin le covoiturage, ou plus largement la mobilité douce ou verte.
Voilà, nous, on relaie tout ce qui touche de près ou de loin à l'écosystème covoiturage. Je sais, d'ailleurs, si vous avez vous-même pour votre collectivité des besoins de relais, nous, voilà, on est ouvert à toute proposition. Donc, n'hésitez pas à nous partager. Je vous passerai l'adresse mail tout à l'heure des actus que vous souhaiteriez que nous voyions. Voilà, donc une veille, des ressources pédagogiques, donc des études, des fiches techniques qui sont toutes centralisées sur l'observatoire. Et enfin, donc, un atlas cartographique et des tableaux de bord territorialisés avec donc, des indicateurs de performance sur le covoiturage à différentes échelles, donc nationales et locales. On parle donc donc le site a été lancé en décembre 2021. Aujourd'hui, on est à une deuxième version de l'observatoire avec une entrée par territoire que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Donc ici, on est donc sur l'observatoire du covoiturage. Donc l'URL s'affiche en haut, observatoire.covoiturage.beta.gouv.fr. Ça fera partie des liens qu'on vous partagera après cette présentation. Voilà, donc sur cette page d'accueil, on va retrouver donc les actualités du covoiturage dont je vous parlais tout à l'heure, avec voilà, toute la veille média et les ressources, donc les ressources pédagogiques, les études, les fiches techniques, les publications un peu plus scientifiques voilà, sur le forfait mobilité, sur des fiches techniques sur les différents opérateurs pour s'y retrouver et voilà, avoir un petit peu de documentation pour orienter et nourrir sa réflexion. Et enfin, voilà. Le tableau de bord se présente de cette manière, avec donc, par défaut une visualisation nationale à l'échelle France et une périodicité sur 2 ans, donc d'octobre 2020 à octobre 2022. On va pouvoir donc, évidemment sélectionner un territoire en particulier. Stéphanie, je Laval, agglomération, je vais la voir. Les données, oui. Je vous coupe une seconde. Le débit n'a pas l'air très très bon. Est-ce que vous pouvez couper votre caméra? Comme ça, on va juste montrer sur votre voix et le partager. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça a l'air, ouais. Merci. Ok, bon. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'on a une entrée par défaut qui est nationale. On va pouvoir évidemment choisir un territoire en particulier. Donc, ça va d'une commune à une EPCI, un département, une région, et puis la France. Donc là, pour l'exemple, j'avais choisi Laval agglomération. Et donc, on va voir sur cette périodicité de 2 ans l'évolution du nombre de trajets en covoiturage. On a également la possibilité de visualiser les évolutions du taux d'occupation, l'évolution du nombre de véhicules partagés, l'évolution de la distance moyenne et enfin la répartition des trajets par tranche horaire, qui est sous la forme d'un camembert. Non, ici, c'est des histogrammes, mais dans les chiffres clés, ce sera un camembert. Donc là, on correspond bien, on voit bien que c'est les tranches horaires, les heures de pointe sur la journée. Donc là, on est sur la période donc, de 2 ans à partir d'octobre 2022 sur les 2 années précédentes. On peut également modifier ici aussi et choisir une périodicité qui nous intéresse. Ensuite, on a également des cartographies. Donc, différents jeux de cartographie à l'échelle. Donc là, on est toujours sur le territoire de Laval. Donc, on va pouvoir venir zoomer et donc voir les différents flux. Ici, on est sur les flux entre communes. Donc, chaque flux est représenté par un trait. Plus le trait est TP et plus le nombre de trajets est important. Ce que l'on peut faire lorsqu'on a beaucoup de flux, comme ça peut être le cas ici, c'est de limiter uniquement aux trajets les plus importants. Et donc, en passant la souris sur les différents traits, on va voir les trajets les plus covoiturés sur le territoire, avec des informations qui apparaissent lorsque l'on passe dessus. Donc, on a des flux mensuels de passage entre territoires ici, donc les flux entre communes, mais on peut aussi basculer sur les flux PCI.
Donc ça, c'est la cartographie des flux entre passagers. On va avoir la cartographie de densité des trajets dans un maillage hexagonal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette cartographie, en fait, elle représente à l'échelle d'un territoire les zones de prise en charge et de dépôt de covoitureurs à l'échelle d'un quartier. La précision est de l'ordre d'un rayon de 500 mètres. Donc ici, on va avoir différents hexagones, plus ou moins colorés. Et donc, plus l'hexagone est coloré, plus la fréquence de prise en charge et de dépôt de covoitureurs est importante. Cette cartographie, elle est croisée avec une autre cartographie qui est la cartographie des aires de covoiturage, qui peut être intéressante. D'ailleurs, ça peut être utile pour vérifier en fait, la pertinence de l'implantation d'une infrastructure, notamment d'une aire, ou alors d'orienter le choix d'implantation d'une aire sur une zone en particulier. Voilà, on va avoir la cartographie des taux d'occupation des véhicules, qui est intéressante à l'échelle locale, mais qui sera plus intéressante, plus parlante, je pense, au niveau national, puisqu'on peut comparer donc, son territoire avec d'autres et voir finalement où est-ce qu'on en est. Et enfin, la carte des aires de covoiturage. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure sur la carte des densités, mais qui est ici isolée, donc avec toutes les aires réparties par typologie d'aire. Et enfin, la carte des voies de covoiturage, donc les voies réservées, qui aujourd'hui est assez pauvre, mais ce qui est normal, puisque le dispositif de voie de covoiturage, vous l'avez vu à l'instant, c'est un dispositif qui est en train de se mettre en place. Et donc, au fur et à mesure, on aura beaucoup plus d'éléments sur ce volet-là. Prochainement également, la cartographie des lignes de covoiturage. Vagel en parlait pour le SMAG. Voilà, ça, c'est un outil qui va être développé dans la prochaine version de l'Observatoire. Voilà. Donc, les cartographies et enfin les chiffres clés avec toutes les données d'impact du covoiturage en France et à différentes échelles, qui peuvent être intéressantes à utiliser en termes de communication notamment. Donc, on va avoir les passagers transportés, les véhicules partagés, le pourcentage de trajets internes au territoire, les taux d'occupation des véhicules par kilomètre, la répartition des trajets par tranche horaire. Là, on est sur le niveau national, mais bon, lorsqu'on va évidemment changer d'échelle, on aura les données adaptées. La répartition des trajets par distance, donc voilà, sous la forme de ce camembert. Et enfin, les kilomètres parcourus, la distance moyenne, le temps moyen d'un covoiturage et le top 10 des destinations et des territoires privilégiés en covoiturage. Et enfin, donc, l'impact environnemental et les infrastructures, donc l'impact environnemental avec les tonnes de CO2 économisées, les litres d'essence économisés et le nombre d'aires de covoiturage répertoriées en France. Alors, un petit mot sur les données qui sont utilisées pour alimenter cet observatoire. L'observatoire, il a deux sources d'alimentation en termes de données. La première, c'est pour tout ce qui concerne les cartographies que l'on a vues et les graphiques, notamment sur l'évolution du nombre de covoitureurs. C'est les données issues du registre de preuves de covoiturage. Alors, brièvement, le registre de preuves de covoiturage, pour expliquer comment il fonctionne, en fait, le registre de preuves de covoiturage, c'est un outil qui est connecté aux opérateurs de covoiturage. Donc, en fait, il s'appuie uniquement sur les trajets du covoiturage formel. Le covoiturage formel, c'est le covoiturage qui passe par des plateformes, et le covoiturage informel, c'est le covoiturage qui se fait un peu par ses propres moyens. Donc, si je prends mon véhicule et que je vais sur mon lieu de travail avec mon voisin ou un proche, on parlera de covoiturage informel. La différence, si j'utilise une plateforme de covoiturage et si je passe par une application ou un opérateur, on parlera de covoiturage formel. Ici, toutes les données qui sont visibles sur vos écrans, ce sont des données issues du covoiturage formel, donc du registre de preuves de covoiturage. Deuxième source de données que vous allez retrouver non pas sur les graphiques, mais sur les cartes, et notamment sur la carte des aires de covoiturage, c'est les données de transport data.
Donc, il est possible que toutes vos aires ne soient pas répertoriées sur cette cartographie, puisqu'en fait, nous, on utilise les données de transport data pour alimenter cette cartographie. Et parfois, les collectivités n'ont pas toutes communiqué en fait, l'ensemble de leurs aires ou de leurs infrastructures à transport data. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez donc, une erreur, un dysfonctionnement, une absence d'infrastructure, à remonter ce problème à transport data. Donc, ils ont une page contact et je vous partagerai dans la présentation qui vous sera envoyée le lien, l'adresse mail, en tout cas pour les solliciter et les contacter. Voilà. Voilà donc pour cette partie-là. Et on va retrouver enfin deux blocs. Le glossaire avec toutes les nomenclatures que l'on peut retrouver, en fait, tous les termes techniques, les définitions qui pourraient vous être utiles sur la définition d'un trajet, comment est-ce qu'on les calcule, les passagers transportés, les véhicules partagés, les taux d'occupation, ainsi de suite, avec des liens et des références, notamment des renvois, notamment voilà, sur transport data, je vous en parlais, sur les aires de covoiturage, les distances parcourues, les distances moyennes, les CO2 économisés, ainsi de suite. Et enfin, la foire aux questions, donc la FAQ, avec des questions que vous pourriez, et des réponses surtout aux questions que vous pourriez vous poser à la lumière de l'utilisation de l'observatoire. Voilà, questions techniques ou parfois juridiques, et des renvois vers la documentation de covoiturage.beta.gouv.fr qui est également prévue ici. Petite astuce également, si vous souhaitez partager en fait les données de votre territoire, toujours sur Laval par exemple, et ça c'est une petite nouveauté depuis quelques semaines, vous pouvez désormais directement copier l'URL, puisqu'en fait c'est une entrée par territoire, et donc en copiant l'URL lorsque vous êtes sur votre territoire, la personne à qui vous l'enverrez tombera directement sur les données du territoire et non pas sur la page d'accueil par défaut. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'observatoire. Je vais revenir à la présentation. Oui, donc voilà pour l'observatoire. Dernier point avant de laisser la parole et peut-être les dernières questions si vous en avez. Donc un petit mot sur l'observatoire et sur notamment la communauté d'animateurs que l'on est en train de mettre en place. Voilà. Donc, nous, on souhaite être au plus près des collectivités pour les accompagner, notamment sur le volet communication, je vous le disais, pour relayer les informations, pour leur proposer de leur fournir de la donnée, notamment si vous êtes sollicité ou si vous sollicitez des médias et que vous avez besoin de données là-dessus, nous, on peut vous accompagner sur ce plan-là en vous fournissant de la donnée plus précise. Et par ailleurs, voilà, je parlais de cette communauté d'animateurs et ce club collectivité que l'on va prochainement mettre en place. Pour tous ceux qui seraient intéressés, qui souhaiteraient s'investir davantage et intégrer cette communauté, donc l'adresse qui apparaît normalement sur votre écran, je ne suis pas sûr que ça apparaisse parce que ça bloque un peu, c'est territoire@covoiturage.beta.gouv.fr. Voilà, pour toute question, pour tout besoin d'accompagnement sur vos projets covoiturage, vos projets d'implantation d'infrastructures ou autres. Voilà, donc cette adresse territoire@covoiturage.beta.gouv.fr. Merci à tous et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour la présentation de l'Observatoire. On avait une question de Madame Durand, mais vous y avez répondu, qui est demandée sur quelles données s'appuie l'Observatoire. Si, comme Madame Durand, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, que ce soit sur Vimeo et sur Zoom. En attendant de voir si on a des questions. Je vous rappelle que la prochaine matinale a lieu le jeudi 1er décembre. On va parler d'incitation. Donc, pour ça, on aura également 3 retours d'expérience.
la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor, le pôle métropolitain du Genevois français et enfin la métropole de Strasbourg qui vont nous parler comment eux, ils incitent les utilisateurs pour utiliser les offres de covoiturage disponibles. On aura également un temps de parole aux opérateurs qui vous expliqueront donc les offres et les différents enjeux de l'incitation et bien entendu une introduction sur les éléments juridiques et les types d'incitation et les présentations des incitations existantes avec Madame Georgeot. Et pour finir, le registre de preuves de covoiturage interviendra également et ça sera l'occasion, que je ne dise pas de bêtises, Monsieur Farge de pouvoir parler des chiffres du RPC en regard des programmes incitatifs des collectivités. Donc, pas d'autres questions, mais je propose que comme il nous reste encore un petit peu de temps, on puisse répondre aux 2 questions qui étaient en suspens suite à l'intervention de Monsieur Jubot. Donc, on en avait une sur les conventions intègrent-elles le financement de voies cyclables d'accès aux aires de covoiturage. Et par exemple, les traitements des points noirs comme les carrefours ou les ponts à proximité des aires. Alors, non, les conventions de financement, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de convention de financement, c'est vraiment plus des conventions de gestion et de répartition des compétences, puisque les financements des projets, hormis des cas particuliers, notamment de coopération sur des aires sur lesquelles on travaille avec Vinci Autoroute, c'est du financement 100% conseil départemental. Et la contribution de la commune, c'est juste au niveau du foncier, le cas échéant, et justement d'activités d'entretien courant de l'air. Mais sinon, on réalise 100% des aménagements. Pour autant, il y a effectivement une évaluation de la desserte cyclable et généralement, pour l'instant aussi, la réalisation des travaux, généralement, on élargit le focus et le périmètre des aires et l'occasion d'aménagement d'air ou le contraire, l'occasion d'aménagement de carrefour ou d'arrêt-bus et aussi l'occasion d'aménager mes déserts. Mais généralement, c'est des projets dont on assure la maîtrise d'ouvrage et le financement à 100%. Mais effectivement, il y a cette réflexion préalable et l'objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'intégrer l'air à la fois dans un dispositif de desserte le plus complet possible, dont notamment des pistes cyclables, en sachant que parallèlement, il y a aussi un programme d'aménagement de pistes cyclables et de financement d'aménagement de pistes cyclables qui est piloté par le conseil départemental. Et après ça, tout projet d'aménagement routier au sens large, que ce soit d'aménagement de carrefour, d'aménagement d'aires d'arrêt-bus, de mise aux normes ou de mise en sécurité, on essaie d'évaluer l'intérêt d'aménager des aires. Et généralement, c'est l'opportunité, dans le cadre des travaux et de la gestion du foncier, de pouvoir intégrer ce type de projet. Oui, effectivement, on a vu sur vos slides que pour favoriser l'intermodalité, notamment vélo, vous avez profité du programme de l'ADEME pour mettre en place des stationnements vélo, non? Exactement. Oui. Mais là aussi, tout ça, pour l'instant, c'est une prise en charge 100% au conseil départemental. Et pour les autres collectivités, comment vous avez, Madame Fagel, par exemple, avez-vous essayé de favoriser aussi l'intermodalité avec le covoiturage? Ou pour l'instant, vous êtes plutôt centré sur la mise en place des Alors, si, au contraire, hein, l'ensemble des aménagements sont faits pour créer de l'intermodalité. Je travaille aussi sur tout ce qui est parking relais, etc. Et nous, on a exactement la même logique sur créer une infrastructure qui permette d'accueillir l'ensemble des services et l'ensemble des modes de mobilité, que ce soit le vélo, le transport en commun, le covoiturage. Alors, on n'est pas forcément encore trop sur l'autopartage parce que sur des zones vraiment plus rurales, etc., il y a quand même une question qui se pose sur l'intérêt ou pas d'avoir de l'autopartage. Mais globalement, en tout cas, tous les aménagements sont créés dans cette logique-là d'intermodalité. Qui doit être effectivement un petit peu plus compliqué en zone plutôt rurale. Est-ce que Monsieur Jean-Jean, Monsieur Stefanini ou Madame Georgeot, vous avez des éléments à rajouter sur l'intermodalité? Alors,
c'est peut-être pas directement lié, mais quand même une petite actualité, et ça rejoint un petit peu ce que disait Victor sur les aires de covoiturage, en disant voilà, qu'on a aujourd'hui un schéma avec beaucoup d'aires à compléter si vous en avez de votre côté. On a une actualité juridique avec au 1er décembre l'obligation pour tous les modes voitures numériques, c'est-à-dire en gros Waze et compagnie, d'intégrer dans leur parcours d'information voyageurs les aires de covoiturage. Et donc, enfin, voilà, ça va nous permettre de mettre plus en visibilité ces aires de covoiturage et surtout d'en faire pas uniquement un outil statistique et d'aide à la décision, mais aussi un outil d'information et d'utilité voyageur qui puisse s'intégrer dans aussi des calculateurs d'itinéraires multimodaux, comme on peut bien penser qu'il y a un intérêt sur l'objet aire de covoiturage. Donc, d'autant plus utilité d'aller compléter le jeu de données. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Jubot, encore une question pour vous. Donc, Monsieur Perron du Conseil départemental de l'Aude demandait quelle organisation avec les partenaires pour identifier des lieux à aménager. Vous avez fait des ateliers, des groupes de travail, ou ça a été plutôt des remontées ponctuelles de communes ou d'intercommunalités? Il y a eu, en fait, il y a eu tous les cas. Il y a eu dans un premier temps donc, des remontées ponctuelles. Il y a eu une phase de concertation. On a fait un appel à projet où on a en gros échangé avec l'ensemble de nos partenaires pour faire émerger les projets, ce qui nous a permis d'identifier une quarantaine de projets. Il y a eu après ça, dans nos échanges au quotidien, systématiquement, on essaye de mettre ça à l'ordre du jour et de voir et de faire au cas par cas émerger les projets. Et dans notre phase d'élaboration du programme d'aménagement, là, il va y avoir des vrais ateliers d'échange et de réflexion qui vont permettre à la fois de faire un point en gros sur les projets existants, mais surtout aussi de se mettre d'accord une fois qu'on aura finalisé notre analyse à la fois des territoires et notre modélisation des déplacements, de voir exactement où et comment on va réaliser les prochaines aires. Donc ça aussi, ça sera des ateliers donc sur le territoire. Il y aura une dizaine d'ateliers qui seront programmés à la rentrée de 2023 pour réfléchir avec nos partenaires. Et la dernière instance, mais là c'est plus à l'échelle vraiment du département, avec la région, Vinci Autoroute et TCO, donc qui est l'AOM de Toulouse, d'échanger et là de coordonner nos politiques à l'échelle des territoires sur au-delà même des aménagements, mais sur toutes les actions mises en œuvre par chacun des partenaires. Ok, donc ça, ces ateliers, c'est vraiment avec vos partenaires. Il n'y a pas forcément les usagers ou... Non, alors les usagers, ça a plus été des enquêtes ponctuelles sur site et via Internet pour vraiment un peu mieux comprendre à la fois les pratiques, les usages, les attentes et aussi la perception des aménagements déjà réalisés. Et en complément, on va aussi essayer de pérenniser les mesures de fréquentation pour voir un peu comment nos aires fonctionnent et quel est l'impact de nos politiques avec la mise en œuvre d'indicateurs, un peu dans l'esprit et en complément de ce qui a été fait par l'Observatoire, mais directement pour nos aires, d'avoir des indicateurs sur l'impact et la progression de la fréquentation de nos aires. Super. Et du côté du syndicat mixte, vous aussi, vous avez fait un peu de concertation avec les utilisateurs? Vous êtes vraiment basé que sur les données Alors, je n'ai pas forcément tout l'historique, mais en tout cas, les projets qu'on mène actuellement, c'est plutôt qu'on a identifié un besoin. On a du foncier disponible aussi parce que tout à l'heure, on parlait du foncier et pour le coup, c'est une vraie problématique. Donc voilà, après, on fait de la concertation plutôt quand on se dit, en fait, on ne peut pas faire un parking, on ne peut pas l'agrandir, ou on ne peut pas. Et donc là, pour le coup, on travaille plutôt avec les personnes localement pour se dire, bon, voilà, on fait cet état des lieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, pour le coup, au niveau service de covoiturage, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut rabattre en amont ou autre. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors, on a fait le tour des questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je vous rappelle à tous les participants que ce webinaire a été enregistré et sera donc disponible en ligne sur Idealco et sur France Mobilité avec les PowerPoints et les présentations donc des différents intervenants.
On vous a donné aussi au fur et à mesure des liens, des ressources, des informations aussi sur d'autres collectivités qui pourraient vous donner d'autres visions ou d'autres retours d'expérience. Vous aurez un document à la fin des 3 matinales, soit aux alentours du 8 décembre, pour être précis, où vous retrouverez ainsi toutes les informations. Je vous invite encore une fois à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. À la matinale et donc à la conférence du 1er décembre, on va parler incitation. Il est midi pile, c'est parfait. Du coup, je vous remercie tous, notamment surtout les intervenants, d'avoir pris le temps, d'avoir préparé des présentations et présenté vos retours d'expérience. Merci encore une fois d'avoir pris ce temps pour nous et aux participants de vous être connectés en direct pour écouter toutes ces informations. Si vous avez des questions auxquelles vous pensez par la suite, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un email. On fera en sorte d'y répondre d'une façon ou d'une autre. Merci encore à toutes et à tous.